Bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par deux formidables collègues indiennes. J'ai avec moi la professeure Anuradha Chenoy, ancienne doyenne de l'École des études internationales de l'Université Jawaharlal Nehru, et Kanika Raka, professeure assistante à la Kautilya School of Public Policy. Anu, Kanika, bienvenue. Anu, Kanika, welcome. Salut Pascal, ravi d'être ici, merci de m'avoir invité. Ravi de vous avoir tous les deux en ligne. Et Anu, désolé de toujours écorcher le nom de l'université, il est vraiment difficile à prononcer. Mais allons droit au sujet, à savoir l'Inde en 2026. Ce que nous observons en ce moment, nous enregistrons ce jeudi 22 janvier, c'est qu'il se passe beaucoup de choses à Davos, en Suisse, dans mon pays natal. Et il semble que les élites occidentales renoncent à toute cette mascarade du « c'est un ordre international fondé sur des règles et tout le monde est égal ». Nous avons vu le Premier ministre canadien dire ouvertement « abandonnons la mascarade ». Nous savons tous qu'il s'agissait d'une hégémonie des États-Unis. Et il semble que les Européens soient prêts à y mettre fin. Cependant, l'Inde et les États des BRICS travaillent et affirment depuis des années que ce système ne peut pas perdurer. Anu, que pensez-vous de tout cela? Deux choses, Pascal. Premièrement, je pense que l'explosion de colère à Davos, de la part de Carney et d'autres, est principalement due au Groenland et aux politiques de Trump, non seulement à l'égard de l'hémisphère occidental, mais aussi de l'hémisphère nord-ouest. Ils ne réagissent pas au Venezuela, ils réagissent au Groenland et à Davos. Le Canada et plus précisément, par exemple, Macron, ont même dit dans un tweet adressé directement à Trump « Nous sommes avec vous sur l'Iran et le Venezuela, mais pourquoi le Groenland? Laissez cela tranquille. » Ainsi, la continuité coloniale et néocoloniale me semble assez évidente en ce qui concerne Davos, et la presse autour de Trump disait aussi qu'il s'y rendait pour récolter quelques milliards de plus. Les pays des BRICS, sur ces questions, le disent depuis des années, et c'est pour cela qu'ils ont été créés, et parce qu'ils n'ont pas de voix et qu'ils veulent établir un lien avec l'Occident. Ils ne sont pas contre l'Occident, mais ils veulent entraîner le Sud global avec eux, surtout à une époque où ce type de politique impériale est devenu si explicite sous Trump. Auparavant, cela avait une autre façade, la démocratie, et ainsi de suite. En même temps, les BRICS sont menacés parce que Trump a tenté de manière très systématique de les attaquer tous. On peut voir le type de confrontation qui se produit individuellement avec les pays des BRICS, pas collectivement bien sûr, car ce n'est pas ce genre de collectif. Il s'agit plutôt de commerce, d'économie et de finance. Mais la Russie, la Chine et l'Iran sont les trois principaux pays des BRICS. Le Brésil est déjà attaqué et Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 10% à tout pays ayant un lien quelconque avec les BRICS. Pourtant, dans le même temps, les BRICS poursuivent leur propre agenda en s'élargissant progressivement. Je pense qu'ils utilisent le type de slogan chinois qui dit « Renforcez vos capacités et attendez votre heure ». Ainsi, il y a un jour ou deux, c'est un processus, le gouvernement indien et la banque centrale que nous appelons la Reserve Bank of India ont en réalité proposé au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères que l'échange de monnaie numérique entre les pays des BRICS soit inscrit à l'ordre du jour du sommet des BRICS de cette année, dont l'Inde assure la présidence. C'est une étape très importante car ce ne sera pas comme le système SWIFT, mais cela facilitera les échanges de devises et les accords de trop commercial entre les pays des BRICS, rendant les choses plus simples. Cette proposition avait été faite à Rio l'année dernière et personne ne pensait que la Banque centrale indienne la mettrait en œuvre aussi rapidement. Et si l'on dit qu'ils veulent l'inscrire à l'ordre du jour,
cela signifie que l'Inde y a consenti. Alors que sur d'autres sujets, l'Inde avançait un peu lentement et il y a beaucoup de pression des États-Unis sur l'Inde pour qu'elle ralentisse sur les BRICS. C'est pourquoi, vous savez, la question des tarifs n'a pas été résolue. En fait, elle a été aggravée. On peut donc voir que les BRICS vont continuer à réagir face aux États-Unis. Ils ne vont pas accepter le genre de pression qui dit qu'ils ne peuvent pas avoir ce type d'accords plurilatéraux ou minilatéraux, peu importe comment on les appelle. Ce ne sont même pas une alliance, c'est simplement un forum qui se concentre sur la base matérielle de la multipolarité. Je vois. Kanika, nous avons vu beaucoup d'attaques contre les BRICS récemment, n'est-ce pas? Donald Trump a clairement déclaré qu'il ne voulait pas que les États coopèrent dans ce format. Et, vous savez, surtout avec le Brésil, il semble penser que l'hémisphère sud appartient aux États-Unis. Il s'est en fait beaucoup d'ennemis, y compris en Inde. C'est assez incroyable la façon dont il a réussi à détruire cette relation. Quelle est votre évaluation de cela? Alors peut-être que je vais aussi répondre à ce que le professeur Chinoy disait plus tôt. Quand on regarde la manière dont Donald Trump a en quelque sorte saccagé la relation avec l'Inde, c'est franchement très surprenant. L'un des éléments marquants, c'est lorsque Jeffrey Sachs a récemment fait un commentaire à l'ONU sur le comportement de Trump et sur ce qu'il fait de mal. Cela a trouvé un tel écho dans les médias indiens et au sein de la communauté stratégique indienne que tout le monde voulait en savoir plus sur l'origine de ce point de vue et sur la façon dont les Américains y réfléchissent. Parce que si l'on regarde la politique étrangère indienne auparavant, l'idée qu'une alliance avec les États-Unis puisse même être envisageable n'a jamais été très confortable. Le fait que la communauté stratégique indienne soit allée au-delà et ait établi un partenariat stratégique, cela a nécessité de nombreux changements au sein même de la communauté stratégique indienne, dans la manière dont l'Inde collabore avec les États-Unis, en raison de la méfiance héritée de la période de la guerre froide. Franchir cette barrière a donc été une étape majeure pour l'Inde. Et voir ensuite les États-Unis saboter la relation après que l'Inde a franchi cette barrière est quelque chose qui ne passe pas très bien non plus en Inde. Je ne sais pas comment cela est perçu actuellement aux États-Unis, mais certainement pas favorablement en Inde. Et pour répondre à ce que le professeur Chinoy a mentionné à propos des BRICS et de la manière dont le Sud global perçoit les commentaires du Premier ministre canadien. J'ai vraiment le sentiment qu'un esprit d'unité commence à émerger, car lorsque nous considérons le Sud global dans son ensemble, toute la conversation qui l'entoure, la manière dont le récit s'est construit, beaucoup au sein de la communauté stratégique estimaient que le Sud global n'avait pas nécessairement un programme unifié. Et c'est l'une de ses faiblesses lorsqu'on observe la façon dont le G7 se comporte et interagit avec le reste du monde. Mais peu à peu, on peut percevoir une forme d'unité se dégager quant à ce que ces pays attendent du monde. Et cela change beaucoup de choses en matière d'engagement, n'est-ce pas? Car auparavant, les pays du Sud global étaient surtout du côté des bénéficiaires de l'aide, bénéficiaires de nombreuses structures institutionnelles. Mais désormais, s'ils commencent à définir ces structures institutionnelles eux-mêmes, alors le changement s'amorce progressivement et ils commencent eux aussi à avancer ensemble, d'une seule voix. Petite interruption, car j'ai récemment été banni de YouTube. Et même si je suis de retour, cela pourrait se reproduire à tout moment. Donc s'il vous plaît, pensez à vous abonner non seulement ici, mais aussi à ma liste de diffusion sur Substack. C'est pakalotas.substack.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et maintenant, retour à la vidéo. Je veux dire, l'un des principaux problèmes,
c'est qu'une grande partie de l'infrastructure mondiale reste occidentale. C'est pourquoi il est si facile pour les États-Unis et les Européens de dominer ces systèmes, y compris, bien sûr, l'infrastructure internationale d'investissement. D'un côté, les BRICS ont déclaré vouloir construire des alternatives à cela. De l'autre, ils ont indiqué qu'ils ne voulaient pas s'opposer aux structures existantes. Il ne s'agit pas de les détruire. Il semble toutefois que les États-Unis aient une approche de boule de démolition. Anu, que vois-tu comme initiative que l'Inde essaie actuellement de mettre en place pour contribuer à cette nouvelle infrastructure, peut-être au-delà du simple système de paiement? Eh bien, voyez-vous, d'abord, le Sud global n'est évidemment pas coordonné. Il n'a pas de centre de commandement. Il n'a jamais été hégémonique. Aucun pays du Sud global n'a jamais exercé d'hégémonie. Il existe certes des puissances régionales, mais elles s'inscrivent dans une hiérarchie dominée par l'hégémonie occidentale. Donc, au mieux, ce qu'ils ont, c'est le mouvement des non-alignés, où ils se réunissent une fois par an ou tous les 2 ans. Et lorsqu'il y a un sommet, c'est très déclaratif, mais cela donne des indications sur la manière dont ces pays évoluent. Et de là est né le groupe des BRICS. En ce qui concerne les institutions, oui, ils disposent de la nouvelle banque de développement, ou banque d'infrastructure des BRICS, comme on l'appelle. Et comme ils se réunissent une fois par an, chaque pays qui assure la présidence organise près d'une centaine de réunions, très dispersées. BRICS Global, BRICS Jeunesse, BRICS Femmes, BRICS Entrepreneurs. Ce ne sont pas des institutions régulières, mais elles se sont constituées en réseaux qui se rencontrent, se coordonnent et élaborent des stratégies. C'est ainsi que l'année dernière, lorsque l'Inde assurait la présidence du G20, elle a proposé que l'Union africaine fasse partie du G20 et participe au moins aux réunions des BRICS. Ils sont donc conscients qu'ils doivent associer le Sud global. En ce qui concerne le reste, les BRICS n'ont aucune intention d'exclure l'Occident. Ce n'est pas anti-Occident, c'est non-Occident. Ils respectent et souhaitent, et bien tout le souhaitent, même lorsqu'il y a confrontation avec la Chine. Et je pense que cela ressort dans beaucoup de vos discussions sur la neutralité. Du point de vue chinois, ils aimeraient dialoguer avec les États-Unis et l'Occident sur un pied d'égalité. Ce qu'ils recherchent, c'est la dignité, l'égalité et l'inclusion. Et très important, la multipolarité, un monde non hégémonique. C'est tout. Tout cela est conforme, vous savez, à la Charte des Nations Unies. Ainsi, l'institution sur laquelle il s'appuie, c'est la Charte des Nations Unies et ses organes, dont Trump lui-même, il y a seulement quelques jours, a retiré les États-Unis de plus de 60 d'entre eux. Mais pour les BRICS, pour le Sud global, l'ONU reste l'organisation principale. Ils comptent encore sur elle, parce que pour les faibles, c'est toujours la meilleure institution. Alors pourquoi créer des institutions alternatives? Ce Conseil de la paix de Trump, par exemple, dont je pense que vous avez fait une très bonne analyse, est en réalité une sorte de système de Ponzi. Ce n'est pas une alternative aux Nations Unies, et je suis d'accord avec cela. Mais c'est quelque chose que Trump veut, vous savez, dominer et diriger. Et il ne s'agit pas seulement du Conseil ou du plan de paix pour Gaza, cela concerne tout conflit, ce qui signifie que les pays qui en font partie pourraient, vous savez, intervenir ou servir de caisse de résonance pour Trump sur le Soudan, la Somalie ou ailleurs. Donc les BRICS observent cela. Aujourd'hui même, j'ai vu que l'Inde avait des réserves à l'idée d'y adhérer, même si le Pakistan, les Émirats arabes unis et Netanyahou ont tous rejoint le Conseil de la paix, et peut-être qu'ils rendront le $1 milliard, je ne sais pas. J'espère donc que l'Inde ne rejoindra pas cette initiative et qu'elle restera fidèle à son principe d'autonomie stratégique. Je pense que ce sont là les principes ou le cadre conceptuel du mouvement des BRICS.
Même si parfois ils sont en désaccord ou ont leurs propres problèmes, ils négocient leur chemin à travers ce terrain international très instable en s'appuyant sur ces notions de multipolarité, d'autonomie stratégique, d'opposition aux sanctions unilatérales, d'indépendance de choix et en espérant que d'autres les rejoindront dans cette démarche. Oui, et on oublie parfois que les BRICS, entre eux, sont déjà multipolaires, non? Ils fonctionnent déjà de cette manière. Un peu comme l'ASEAN, qui travaille d'une façon très, non pas éclectique, mais interconnectée entre ses membres. Ce n'est pas hiérarchique, contrairement à la structure de l'Occident dans une large mesure. Et juste une remarque, le fait que la Russie ait dit vouloir adhérer, enfin, il a dit vouloir adhérer avec $1 milliard d'avoir gelé. C'est presque comme si Poutine les provoquait en renvoyant la balle à Donald Trump. C'est un peu comme s'ils faisaient preuve d'une grande finesse entre eux, on le voit bien. Mais Kanika, poursuivons. Tu sais, tu étais à l'une de mes conférences il y a 5 ans, et je me souviens que tu écrivais à ce moment-là. J'ai ta présentation quelque part ici. Tu avais donné une conférence sur le mouvement des non-alignés et le TNP. Donc, tu t'es pas mal penché sur le mouvement des non-alignés et sur le rôle de l'Inde en son sein. Peux-tu peut-être établir un lien entre l'Inde, le mouvement des non-alignés et les BRICS d'aujourd'hui, à partir de ce que tu sais? Je vais également ajouter ici une partie de ma réponse au professeur Chinoy. Quand on regarde le MNA aujourd'hui, je ne suis pas sûre de pouvoir dire qu'il existe encore réellement. Je veux dire, il est à peu près aussi pertinent que le TNP, à mon avis, à ce stade. C'est un traité, on organise des réunions, on y assiste, mais la question de savoir ce qui en ressort réellement, du MNA ou du TNP, reste ouverte au débat. Il n'y a pas grand-chose qui donne de la crédibilité à l'idée que ces cadres puissent faire progresser la discussion entre États. Quand on se penche sur les BRICS ensuite, alors que le professeur Chinoy écrivait et soulignait que les BRICS se rassemblent, travaillent sur la nouvelle banque de développement et s'intéressent à la monnaie numérique, il y a aussi une réalité qu'on ne peut pas nier. Les BRICS, en leur sein, rencontrent eux aussi de nombreux problèmes. Et je fais principalement référence à l'Inde et à la Chine dans ce cas, mais de nombreux autres États se joignent également au mouvement. Le BRICS a été prudent quant au type de pays qu'il intègre dans le BRICS+, qu'il est en train de développer. Par exemple, l'Argentine a essayé d'y adhérer, mais n'y est pas parvenue, pas plus que le Pakistan. Il reste donc attentif aux pays fondateurs du BRICS et à leurs exigences à mesure que le BRICS+ se développe. Il faut aussi reconnaître qu'au sein même du BRICS, de nombreuses questions demeurent non résolues. Ainsi, lorsque l'on compare, par exemple, l'ASEAN et le BRICS, je ne pense pas que ce soit une bonne comparaison, car lorsque l'ASEAN s'est constituée, elle a été très consciente du fait qu'elle ne devait en aucune manière laisser ses problèmes bilatéraux ou ses différends territoriaux interférer avec l'organisation. Mais l'ASEAN est manifestement en train de s'effriter elle aussi, car il n'est pas facile de travailler avec le Myanmar. Elle n'est même pas capable d'aborder la question entre la Thaïlande et le Cambodge de manière neutre. Cela devient donc un problème à long terme pour les BRICS également, quant à leur capacité à coopérer. Un avantage que le G7 avait jusqu'à l'année dernière, c'est qu'en son sein, il n'y avait pas de confusion. Aucun différend territorial ou de souveraineté. Tous les membres du G7, ou du Nord global, comme on les appelle, étaient à peu près alignés dans leur vision du monde. En revanche, le Sud global auparavant n'était pas aussi aligné. Ce qui explique que, lorsqu'on parle d'engagement avec l'Occident, il ne s'agit jamais d'une idée anti-occidentale, comme nous en discussions. Ce n'est pas un concept anti-occidental. On souhaite s'engager avec l'Occident autant que possible, car au sein du Sud global et des BRICS, il subsiste encore des points de discorde susceptibles de problèmes à long terme.
Anu, comment penses-tu que cela se déroule? Je veux dire surtout ce point de contestation, comme l'a dit Kanika. Eh bien, écoutez, tout d'abord, j'ai un type de paradigme différent. Je crois que très souvent, le MNA, le mouvement des non-alignés, donne le ton. La réunion s'est tenue à Kampala l'année dernière, elle se tiendra à nouveau cette année. Ce qu'ils font, c'est dire d'emblée ce que beaucoup de ces pays hésitent à dire par crainte des États-Unis. Ainsi, sur le Venezuela, par exemple, et l'intervention, l'Inde n'a pas fait de déclaration ferme condamnant la violation du droit international. Ils ont simplement dit que la situation évoluait et qu'il fallait voir. Mais le MNA a déclaré qu'il s'agissait d'un acte de guerre et ils l'ont dit collectivement en tant que groupe de 120 États du Sud global. Donc ces pays du Sud, ils ont leurs faiblesses. Beaucoup d'entre eux mènent des discussions délicates avec les États-Unis au sujet des tarifs douaniers, donc ils se couvrent en permanence. Mais le NAM peut le dire, et sous la bannière du NAM, ils font ces déclarations. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, je pense que le NAM, ce n'est pas une alliance militaire ni d'aucune autre sorte. Il donne une orientation et des normes, et Kanika a raison, il semble avoir très peu de pertinence. Mais pour moi, qu'il s'agisse de l'ASEAN, des BRICS, de l'Union africaine ou de la CELAC en Amérique latine, ils s'appuient sur les épaules du NAM dans le sens où ils sont démocratiques. Il y aura donc des problèmes dans leurs relations bilatérales et parfois même des guerres entre pays du NAM, l'Inde et le Pakistan, par exemple. Mais en même temps, si l'on regarde les principes de l'ASEAN ou la politique étrangère du Vietnam des 4 non, ou encore ce que disent de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie ou d'Afrique, on peut voir que les racines remontent à ce que le mouvement des non-alignés a affirmé au fil des années, depuis les années 1960, dans leurs déclarations officielles, jusqu'à aujourd'hui. Leur objectif principal est de ne pas faire partie d'une alliance militaire. Ils ne veulent pas appartenir à des blocs de confrontation. Ils veulent se concentrer sur le développement, sur les relations mutuelles. Ils souhaitent un système international intégré. Ils veulent s'en tenir à la Charte des Nations Unies. Ainsi, les mots sont les idées qui façonnent ensuite les comportements. C'est ainsi que je le vois. Donc, je ne rejette pas le MNA, je le vois comme un espace d'échange d'idées sur un cadre conceptuel qui ensuite crée, qu'il s'agisse d'organisations régionales, je pourrais établir des parallèles entre ce que le MNA a dit et ce qu'ont dit par exemple l'Organisation de coopération de Shanghai ou l'Union africaine, si l'on regarde les documents, ou encore ce qui s'est passé au G20 en Afrique du Sud, ce que Ramaphosa a déclaré pendant la réunion et pourquoi les États-Unis l'ont boycotté. Ils sont donc dans une sorte de confrontation douce avec l'Occident, sans être anti-occidentaux. Comme l'a dit Kanika, ils sont en réalité très pro-occidentaux, mais ils souhaitent tirer parti de toutes ces rivalités conflictuelles, en bénéficier d'une manière ou d'une autre et continuer à travailler au sein des Nations Unies sans les abandonner. Je trouve cela assez intéressant, en fait, que nous ayons des organisations internationales conçues pour exercer une force et un pouvoir très concrets, comme l'OTAN, évidemment, n'est-ce pas? Elles peuvent aller bombarder des cibles. C'est le pouvoir ultime. Mais nous avons aussi d'autres institutions qui sont construites différemment. Vous savez, les Nations Unies sont conçues de manière à ne pas pouvoir être utilisées contre l'une des grandes puissances, avec les 5 membres disposant du droit de veto et leurs intérêts fondamentaux. Le mouvement des non-alignés, lui, est conçu de façon à ne fonctionner que comme un cadre. J'ai eu une discussion très intéressante avec un ancien ministre des Affaires étrangères de Malte des années 1970, Alexander Trigona.
Et il m'a dit que la personne qui s'était opposée et avait rendu impossible la création d'un siège pour le mouvement des non-alignés, avec un secrétaire général, etc., c'était Tito. Tito s'y est opposé parce qu'il disait que si l'on crée un siège et une institution formelle, les Soviétiques finiraient par la prendre en main. Il craignait une véritable intervention soviétique. Ils ont donc volontairement laissé les choses floues. Et d'une certaine manière, les BRICS semblent suivre cette même voie pour l'instant. L'Organisation de coopération de Shanghai, bien sûr, dispose d'un siège et de structures définies. Mais les BRICS en sont encore à un stade où ils assurent la coordination, pas l'intégration, n'est-ce pas? Kanika, puis Anu. Qu'en pensez-vous? Verra-t-on à un moment donné un premier pays occidental tenter de rejoindre ce mouvement ou en est-on encore loin? Donc par mouvement, vous voulez dire le mouvement des non-alignés. Désolé, je voulais dire les BRICS. Le mouvement des non-alignés compte 2 ou 3 pays occidentaux, non? Malte et... je ne suis pas sûr. L'Irlande en fait-elle partie aussi? Je ne suis pas certain, pourtant. Non. 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 Mais Chypre l'était autrefois, je crois. Chypre l'était autrefois. Mais peut-être, Kanika, penses-tu qu'il y aura désormais une incitation pour les BRICS ou pour les États occidentaux à essayer de se rapprocher des BRICS? Parce que, comme tu l'as dit, c'est la première fois que les États occidentaux ont un désaccord sérieux sur la question de savoir qui obtient cette portion de territoire, le Groenland. C'est assez... Peut-être que c'est l'Islande, on ne sait pas. Je ne sais pas, parce que Donald Trump a fait cette erreur entre l'Islande et le Groenland. Ah, d'accord. Oui, pour revenir à ce que tu disais à propos des BRICS et de la possibilité que des États occidentaux les rejoignent, je pense que c'est une arme à double tranchant selon la manière dont on aborde la question. Soit on considère les BRICS comme un processus dirigé par la Chine, et dans ce cas, certains pays pourraient vouloir y adhérer, ou bien ils préféreraient rejoindre l'OCS puisque cette structure est co-dirigée par la Chine et la Russie. Cela déterminerait en grande partie la façon dont ils abordent ce nouvel espace multilatéral. Ce que l'on observe de plus en plus aujourd'hui, c'est que, en raison de ce que tu mentionnais plus tôt, lorsque Trump se retirait de traités et quittait de nombreux groupements multilatéraux, chaque regroupement qui se forme désormais a son mot à dire sur les questions spécifiques qu'il souhaite traiter. Mais cela signifie aussi que l'ONU s'affaiblit clairement de jour en jour. C'est un fait. L'autre point qui ressort, c'est qu'aucun pays ne va dépendre d'un seul groupement pour déterminer ce qu'il dit et ce qu'il fait. Par exemple, avec le G7, on savait qu'il y avait un alignement sur chaque question soulevée au niveau mondial. Mais ici, je pense que si un État finit par rejoindre les BRICS pour une question donnée, il pourrait aussi rejoindre un autre groupement, un groupement trilatéral pour autre chose. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'Inde, l'Australie et la Chine qui se réunissent pour discuter de partenariats technologiques ou encore les exercices du Quad qui ont lieu. Les BRICS envisagent de développer la banque de développement ou les paiements numériques comme structure. Ainsi, ce sont des engagements thématiques qui vont définir la coopération multilatérale, davantage qu'une approche globale, comme c'était le cas auparavant. Oui, et comme tu l'as dit plus tôt, Anu, il semble que cette idée de non-alignement gagne réellement beaucoup de terrain. Nous entrons dans un monde non aligné. À l'exception des États-Unis, à l'exception de l'OTAN, personne ne construit d'alliance, même si l'Occident veut présenter toute forme d'opposition à son leadership comme une alliance. Je veux dire, la Russie et la Chine ne sont pas dans une alliance. Même le soutien qu'ils ont apporté à l'Iran lors de la récente opération de changement de régime n'était pas une alliance. C'était un soutien ponctuel sur cette seule question.
et nous voyons d'autres regroupements ne pas créer de structures ou d'alliances permanentes. Nous voyons des États essayer d'avancer individuellement. Est-ce aussi ainsi que tu le perçois? Absolument. Tout d'abord, je ne vois aucun nouveau type d'alliance permanente, vous savez, avec une structure d'alliance ou quelque chose du genre de l'article 5, se mettre en place. En fait, ce modèle est discrédité car ce qui se passe, à mon avis, est aussi lié à votre question précédente sur la possibilité qu'un pays occidental rejoigne les BRICS. Tout le monde peut voir ce qui se passe au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, où ils s'éloignent davantage qu'ils ne l'ont jamais fait depuis la Seconde Guerre mondiale, avec des divergences qui s'accentuent. Et alors que l'Europe dépendait tellement des États-Unis, certains commencent maintenant à voir les États-Unis comme une menace à cause du Groenland et de cette crainte. Ainsi, lorsqu'ils pensaient que la menace ne venait que du flanc est de la Russie, elle peut toujours venir de là, elle vient aussi désormais des États-Unis. Il y aurait donc une agitation si cela allait plus loin, si cela ne s'atténuait pas, si cela continuait. Je pense que le type de synergie que l'Europe entretenait avec les États-Unis a été en partie endommagé, tout comme l'affection que la communauté stratégique indienne portait aux États-Unis. C'est devenu un amour non réciproque, plus à sens unique. Ainsi, en un an environ, la politique étrangère de Trump a bouleversé de nombreuses alliances traditionnelles et partenariats stratégiques. Et dans ce contexte, il y a de la volatilité et le monde est en train de changer. Je ne peux donc pas vraiment juger quel pays rejoindrait les BRICS, mais il est certain que certains de ces pays souhaitent adhérer à la nouvelle Banque de développement, qui est une institution remarquable des BRICS, et cela progresse. Ce n'est rien de comparable à la Banque mondiale ou au FMI, mais c'est intéressant. D'autre part, je ne l'appellerai pas une alternative, je dirais simplement que c'est différent. Une alternative serait, vous savez, quelque chose d'opposé au système capitaliste néolibéral dominant, ce qui n'est pas le cas. Cela fait pleinement partie du système, mais avec des différences dans le sens où il n'y a pas de conditions. Ce n'est pas dirigé par les donateurs, c'est dirigé par les bénéficiaires. Le bénéficiaire décide de l'usage qu'il veut faire des prêts. Une partie des prêts est accordée dans les monnaies nationales, ce qui est considérable. Et c'est précisément ce qui rend les États-Unis très nerveux. Toute cette phobie de la dédollarisation, elle n'existe pas vraiment. Le dollar reste la principale monnaie stratégique d'échange à l'échelle internationale et il le restera. C'est simplement que ces pays cherchent à commercer entre eux dans leur monnaie nationale, ce qui leur permet, dans une certaine mesure, de contourner le système dominant du dollar et d'économiser beaucoup de devises étrangères. Dans certains pays très endettés, en particulier les moins développés, ils peuvent conclure ce type d'accord de swap. L'échange de devises numériques ou d'e-devises au sein des BRICS d'abord, puis avec d'autres, contribuera certainement à cela. Mais il s'agira toujours d'un commerce mondialisé, ce que tout le monde souhaite. Simplement sans qu'une seule puissance n'impose les conditions des échanges et ainsi de suite. C'était assez ironique que Scott Bessent, le secrétaire au commerce, ait déclaré hier ou avant-hier que la mondialisation avait échoué aux États-Unis. Ou était-ce quelqu'un d'autre? C'était pas Bessent, c'était quelqu'un d'autre. Mais l'un des représentants du commerce a dit que la mondialisation avait échoué aux États-Unis. Et je me disais, oui, vous êtes la plus grande économie du monde. En quoi, sous quelle forme, cela vous a-t-il échoué? De plus, comme Anu vient de le dire, tout ce système, on ne peut pas surestimer à quel point c'est un système particulier quand vous accordez à un autre pays un prêt libellé dans votre propre monnaie. Parce que vous dites essentiellement à ce pays, soit tu trouves un moyen de gagner de l'argent sur mon territoire, soit tu ne pourras jamais me rembourser. C'est vraiment un système. Donc oui,
passer aux monnaies locales est une avancée majeure pour les pays bénéficiaires. Mais Kanika, comment vois-tu cela? De quelle manière ce nouveau mode d'engagement va-t-il probablement évoluer et comment l'Inde va-t-elle essayer de le façonner? Vous voulez dire en termes de monnaie ou plutôt dans un sens multilatéral? Multilatéral. Et vous savez, il y a des pays bénéficiaires, des pays donateurs, et bien, toute l'idée du développement mondial. Peut-être aussi, vous savez, la question que je veux poser concerne la mondialisation. Parce que, encore une fois, les États-Unis et certaines personnes en Occident disent que la mondialisation, telle que nous la connaissions, est terminée. Mais je ne le pense pas. J'ai l'impression que la mondialisation est en train de changer. Elle est dissimulée. Je veux dire, tous les États se replient clairement de plus en plus sur eux-mêmes. C'est la nouvelle manière dont la mondialisation est comprise par tout le monde. Que l'on regarde les politiques migratoires de l'Europe ou la façon dont chaque État devient plus prudent à propos des tarifs douaniers et de ce que cela signifie pour leurs économies et leur population. Donc oui, tous les États deviennent plus prudents, c'est certain. Mais en ce qui concerne l'engagement dans le cadre de la mondialisation, je n'en suis pas si sûre. Le seul perdant dans tout ce processus, je pense, le processus consistant à trouver des valeurs et des normes pouvant définir la manière dont les États interagissent, c'est que, compte tenu de la nature de la géopolitique actuelle, tous les États disposent désormais de la possibilité d'être soit plus prudents, soit plus intransigeants dans leurs relations avec les autres. Il y a donc moins d'espace pour la négociation, moins d'espace pour la discussion et davantage d'espace pour que les États raisonnent en termes de valeurs militaristes, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse d'échanges sur la technologie ou sur les minéraux critiques, il y aura beaucoup de prudence dans la manière dont les États se traitent les uns les autres. Et la confiance devient, je pense, un déficit dans leurs relations et leurs interactions. Donc, si vous ne vous engagez que dans des espaces où vous vous sentez à l'aise, vous ne pourrez pas aller au-delà et construire quelque chose qui pourrait réellement bénéficier au monde. Ce sont des choses que nous risquons de manquer à l'échelle mondiale parce que, par exemple, en tant qu'Indien, vous pourriez vouloir collaborer uniquement avec certains pays ou certains programmes de bourse, puisque vous n'êtes pas sûr de la manière dont les États vont se comporter les uns envers les autres. Demain, il pourrait y avoir une interdiction des échanges universitaires ou une interdiction de voyager. Tout peut arriver, car nous vivons une époque très instable. Ainsi, tout le monde devient prudent dans sa manière de s'engager. Je pense que c'est l'une des conséquences de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Anu, est-ce que tu vois les choses de la même manière? Et penses-tu que les États vont essayer de créer ces nouveaux cadres normatifs? Je veux dire, les États-Unis ont en quelque sorte démantelé l'Organisation mondiale du commerce, qui visait justement à établir une base commune pour nos échanges, et aussi en interne, n'est-ce pas? Des choses comme la sécurité des investissements, etc. Et tout cela a disparu. Tout investissement aux États-Unis, en ce moment, c'est pratiquement de la roulette russe, non? On ne sait pas si cet investissement existera encore l'année prochaine ou si Donald Trump va l'exproprier, lui imposer des droits de douane, peu importe. Il n'y a tout simplement plus aucune sécurité pour les investisseurs. C'est exact. Et je pense que je vais relier deux de vos questions. Il existe une conviction parmi les représentants du commerce américain que la mondialisation leur a été défavorable, ce qui est vrai, car cela correspondait à une période de déclin des États-Unis. Et pourquoi? Parce que ce sont eux qui ont délocalisé la production manufacturière. Ainsi, la désindustrialisation aux États-Unis,
et peut-être même dans certains pays européens, dont l'Allemagne, s'est d'abord déplacé vers la Chine, puis vers l'Inde et le Sud global. Que représentaient les tigres asiatiques et le miracle de l'Asie du Sud-Est? C'était un élan d'industrialisation, de production manufacturière et de croissance tirée par les exportations, au cours duquel leurs produits ont inondé ces marchés. C'était des exportations bon marché, mais cela faisait partie d'une politique concertée, où ces grandes puissances commerciales et industrielles ont décidé, voulaient plus de ces industries polluantes sur leur territoire. Ils vivraient des brevets et des idées, tandis que les industries partiraient en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Et c'est ainsi que les pays des BRICS ont en réalité adopté cette politique, une formidable poussée de développement. Donc oui, la mondialisation leur a été défavorable. Mais pour ce qui est de la deuxième question, je pense qu'il y a une dualité. Je pense que Kanika a raison, il y a un aspect tourné vers l'intérieur, et c'est pour cela que le slogan est « Rendre sa grandeur à l'Amérique ». Mais qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, d'une part, l'autonomie. Ils veulent avoir l'avantage afin qu'aucun autre pays ne puisse soudainement dire « plus de terres rares pour vous » et voir leurs industries s'effondrer. Ils veulent donc l'autonomie dans tous les domaines. Mais en même temps, ils ne peuvent pas survivre sans le commerce. Alors pourquoi les États-Unis, par exemple, vendent-ils maintenant leurs armes et leurs complexes militaro-industriels au monde entier? Vous savez, ils insistent auprès de l'Europe, de l'Inde, de tout le monde. Achetez nos armes et nous baisserons nos tarifs douaniers. Ainsi, le commerce ne peut pas s'arrêter. La mondialisation ne peut pas s'arrêter. Mais elle peut prendre des formes légèrement différentes, comme je pense que Joseph Stiglitz et d'autres l'ont soutenu, car pour vos économies, le monde a toujours été intégré. Mais les conditions du commerce, les conditions de la mondialisation peuvent changer. Et votre troisième point sur la question normative est le suivant. Comment peut-on vivre dans un monde sans normes? Il n'y a alors plus de légitimité. On peut voir que Trump se délégitime progressivement, même si les États ne le disent pas. Les journaux grand public commencent peu à peu à le dire. Il y a 2 jours, le New York Times a publié un excellent article sur l'argent que la famille Trump a gagné. C'est une manière de délégitimer son propre président, en montrant le niveau de corruption, les oligarques, les 12 milliardaires du cabinet Trump. Il faut donc des normes. Il faut revenir à la Charte des Nations Unies. Peut-être faut-il la réformer, l'élargir. Même les petits pays ont désormais une capacité d'action. Et nous l'avons vu avec le Brésil et même Cuba qui disent, vous savez, États-Unis, nous allons poursuivre nos politiques, peu importe ce que vous en pensez. D'autres pays plieront. Il y a donc ces changements, mais la mondialisation sous différentes formes continuera d'exister. Comment penses-tu, Anika, que l'Inde va s'engager dans le commerce mondial à partir de maintenant? Je veux dire, si tu regardes le développement, les chiffres, si tu compares la Chine et l'Inde, tu peux voir à quel point l'Inde a encore un grand potentiel pour rattraper la Chine, n'est-ce pas? En termes d'engagement mondial, de croissance économique, tout simplement. Quelle sera, selon toi, l'approche de l'Inde maintenant, surtout en 2026, lorsqu'elle assurera la présidence des BRICS? Oui, la présidence des BRICS va être intéressante à observer quant à la manière dont l'Inde va l'aborder, car la présidence indienne du G20 a montré qu'elle tenait à un engagement multilatéral et qu'elle y avait apporté une structure très indienne. De plus, puisque le G20, tout comme les BRICS, dispose d'un secrétariat tournant et n'a pas de base permanente, il est plus facile d'y imprimer son propre style à la présidence. Ainsi, au vu de la situation actuelle, il semble que l'Inde investisse autant d'efforts dans la présidence des BRICS que dans celle du G20. Mais nous verrons certainement comment cela évoluera dans les mois à venir.
Cependant, lorsque nous examinons l'engagement de l'Inde en matière de commerce, ce dont vous parliez plus tôt, il sera intéressant de voir, enfin je pense personnellement, que cet engagement pourrait être très prudent à ce stade, car il n'y a pas vraiment d'espace dans la manière dont la communauté stratégique indienne se structure ou dont la politique étrangère indienne évolue et pour qu'elle puisse librement interagir avec la Chine en raison de son propre passé vis-à-vis de celle-ci. Et avec l'Occident, il se passe beaucoup de choses concernant la manière dont les États-Unis gèrent les droits de douane, ce qui limite également l'engagement de l'Inde. Ainsi, l'Europe est le seul endroit où je peux prévoir un engagement beaucoup plus clair en matière de commerce et sur un ensemble de questions multilatérales. La Russie est un autre acteur avec lequel l'Inde continuera de s'engager. Mais la Chine et les États-Unis sont à ce stade des zones problématiques où l'Inde doit définir comment elle fera progresser son engagement. En ce qui concerne la Chine, il est intéressant de constater un dégel de la relation, car il y a eu cet engagement qui s'est produit le long des frontières. Et récemment, nous avons également vu qu'une délégation du Parti communiste chinois a rendu visite au siège du parti du gouvernement indien actuel, où ils se sont rencontrés et ont discuté d'un large éventail de questions. C'est donc un domaine en constante évolution dans la manière dont l'Inde et la Chine construisent ensemble leurs relations. Cela déterminera en grande partie la façon dont l'Asie interagit avec elle-même. D'après mes propres échanges avec des universitaires du monde entier, en particulier du Sud global, tous affirment que si seulement l'Inde et la Chine s'entendaient, tout irait bien pour nous. Mais il existe des limites liées aux questions de souveraineté, tant pour l'Inde que pour la Chine. Je ne prends pas parti ici, mais ce sont des questions qu'ils doivent résoudre. S'ils y parviennent, alors peut-être qu'il y aura quelque chose à en attendre. Espérons-le, quelque chose de positif pour 2026 également. Oui, je veux dire, si l'Inde et la Chine étaient sur la même longueur d'onde, cela représenterait pratiquement 3 milliards de personnes, plus d'un tiers de la planète sur la même longueur d'onde. Anu, quelle est la probabilité que cela arrive? Eh bien, tout d'abord, je veux simplement partager une information que j'ai trouvée intéressante. Récemment, l'Inde a levé son interdiction sur les investissements directs chinois dans le marché indien, y compris pour les contrats gouvernementaux. Cela signifie que la Chine peut désormais réaliser d'importants investissements et soumissionner à des appels d'offres dans l'économie indienne, ce qui représente un grand changement. Ensuite, ils ont introduit une disposition concernant les e-visas pour les hommes d'affaires chinois afin qu'ils puissent simplement faire une demande en ligne et venir pour environ 50 ou 60 jours sans problème. Et la Chine a fait de même. On peut donc voir que, bien sûr, en ce qui concerne le conflit frontalier, c'est un sujet sensible pour l'Inde, mais la situation s'améliore très lentement. Il y a eu plus d'une centaine de réunions entre les groupes de travail, mais la volonté politique d'un compromis reste à venir. Il y a eu quelques améliorations. Monsieur Modi s'est rendu à Tianjin pour la réunion de l'OCS et a également rencontré Xi Jinping lors d'autres événements, et tous deux ont déclaré vouloir de meilleures relations. Mais le commerce a vraiment augmenté, à plus de 100 milliards de dollars avec un avantage du côté chinois. Ainsi, vous savez, l'Inde importe davantage. Ce qu'il faut comprendre à propos des relations économiques entre l'Inde et la Chine, qui selon moi constituent la base matérielle de tout le reste, c'est qu'une grande partie de l'industrie indienne, y compris la pharmacie, dépend de précurseurs en provenance de Chine.
Donc si l'Inde produit beaucoup d'antibiotiques et les exporte partout dans le monde, c'est pour cela qu'on l'appelle la pharmacie du Sud globale, une partie des matériaux nécessaires à ces antibiotiques provient de Chine. Il existe donc une dépendance économique croissante, un peu comme pour les iPhones, ou vous savez, comme tout le monde le fait pour les aimants et les batteries, etc. Il y a donc cette dépendance, cette compréhension mutuelle. Mais en même temps, il y a des problèmes des deux côtés qui les séparent encore. Pourtant, sur les plateformes internationales, dans les institutions multilatérales, que ce soit sur le climat, les sanctions ou certaines questions du tiers-monde, il existe une grande compatibilité. Récemment, par exemple, la semaine dernière, Israël et les États-Unis ont reconnu le Somaliland, ce qui signifie une séparation d'avec la Somalie, et l'Inde a publié une déclaration très ferme, affirmant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie ne devaient pas être remises en cause. Je ne connais pas les mots exacts, mais ils ont critiqué à la fois Israël et les États-Unis, même s'ils entretiennent de bonnes relations avec Israël. Très souvent, ils sont restés assez discrets sur la question de Gaza, tout en apportant une aide à l'OLP et à Gaza. C'est donc ce qu'ils appellent leur politique dite multivectorielle, d'un côté et de l'autre. Mais ils ont clairement le développement en tête. Le gouvernement doit obtenir des résultats en matière de développement, sans quoi tout gouvernement en Inde serait en position de faiblesse, comme ce serait le cas ailleurs dans le monde. Ce sont donc les contraintes qui l'orientent dans cette direction, et pour la Chine aussi, à un moment où elle fait face à une confrontation très dure avec l'Occident. Même si les États-Unis disent une chose, on peut constater une certaine divergence entre l'Union européenne et les États-Unis, avec Scholz se rendant à Pékin et Macron également. Quoi qu'ils aient dit, ils essayent de construire des relations avec la Chine qui soient indépendantes des États-Unis. La Chine est donc un acteur qu'on ne peut pas ignorer. C'est un facteur, une force motrice dans ce qui se passe. Et elle adopte des positions plus fermes. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne verra peut-être pas d'attaque contre l'Iran. Je ne sais pas, mais la Chine, la Russie et d'autres s'y sont opposés. C'est certain. Mais je pense que ce que tu as dit est très important. Je veux dire, d'un côté, l'incitation structurelle à renforcer les relations Sud-Sud est assez forte en matière d'échanges économiques et de coopération. Et de l'autre, les Européens, il n'existe aucun scénario raisonnable dans lequel la Chine représenterait une menace pour eux, et encore moins l'Inde. Donc en un sens, on peut s'attendre à ce que même les Européens finissent par se dire « Tiens, peut-être qu'il faudrait parler un peu plus souvent avec New Delhi. » Et peut-être pour un dernier tour, d'abord Kanika puis Anu, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à cette discussion, que vous jugez important, avant que nous concluions? Eh bien, puisque vous avez mentionné les Européens et l'Union européenne, cette fois, le chef de l'UMERBER est l'invité d'honneur du défilé de la Fête de la République qui aura lieu la semaine prochaine, le 26. Et un grand accord devrait être conclu le 27, un accord commercial entre l'UMER et l'Inde. Cela fait, je pense, plusieurs décennies, sinon des années, qu'il est en préparation et il se concrétise enfin dans le sens où ces deux espaces, l'Europe et l'Inde, souhaitent collaborer. Ils ont trouvé un terrain d'entente après de nombreuses années et de multiples cycles de négociations l'an dernier. C'est donc un des sujets sur lesquels l'Europe cherche évidemment à travailler avec l'Inde. Mais l'autre point que j'aimerais mentionner concerne l'engagement de l'Europe avec la Chine. C'est un domaine complexe, car l'Europe n'a peut-être pas de problème avec la Chine, mais en raison de ses propres liens avec le G7 et l'OTAN, je pense que beaucoup d'éléments ont influencé la manière dont elle interagit avec la Chine. Cependant,
avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et le comportement de Trump, cela change profondément la façon dont l'Europe ou l'Union européenne va désormais considérer la Chine, qui a en réalité abandonné la Russie à ce stade. C'est donc une réussite pour eux en termes de construction de cette relation, car l'Europe a aussi une population vieillissante qui doit réfléchir à de nombreux autres aspects de son engagement. Et elle fait face à un problème migratoire venant d'Afrique et d'Asie occidentale. Ces questions déterminent donc largement la manière dont elle va structurer son engagement, plutôt que la façon dont l'OTAN et le G7 perçoivent aujourd'hui les problèmes mondiaux. Et Nanu, le dernier mot te revient. Oui, c'est ça. Je pense que l'accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne semble enfin sur le point d'être signé. Il est en négociation depuis plus de 12 ans. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, surtout sur l'agriculture. Je veux dire, c'est évident pourquoi. Les deux parties doivent protéger leurs agriculteurs. Ouais. Ils ont donc peut-être trouvé une voie médiane. Les détails n'ont pas encore été révélés, mais j'ai hâte de lire entre les lignes pour voir ce qui en ressortira réellement. Le chancelier allemand était ici récemment et plusieurs accords de coopération ont été signés. En ce qui concerne l'Inde et l'Union européenne, il n'y a jamais vraiment eu de conflit dans leurs relations, sauf à l'époque où l'UE, sous une certaine pression, a tenté d'amener l'Inde à s'éloigner de la Russie, ce qui n'est tout simplement pas possible pour l'Inde. Elle ne le fera pas. C'est une relation stable depuis les années 1950. Il célèbre aujourd'hui 70 ans de relation. Et lorsque M. Poutine est venu, ils ont signé une série d'accords et de traités, notamment sur la production conjointe de divers types d'équipements militaires, sur l'ouverture du commerce et d'autres domaines de coopération. Il n'y a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je crois que nous en avons déjà parlé plus tôt lors d'un de nos entretiens bilatéraux. Voilà où nous en sommes. C'est une situation géopolitique intéressante qui est en train de se dérouler et l'Inde semble y naviguer habilement. Personnellement, je suis assez critique lorsqu'elle ne prend pas une position ferme sur Gaza ou le Venezuela, mais je comprends pourquoi. En réalité, la détérioration des relations avec les États-Unis les a rendus un peu plus indépendants à nouveau, car ils commençaient à dépendre trop fortement des États-Unis. Plus qu'il n'est souhaitable pour un pays non aligné, ou même s'il ne se qualifie pas ainsi, un pays stratégiquement autonome et multipolaire, attaché à ce type d'idées, et un pays qui doit être un leader en matière de normes. Oui, et je recommande à tout le monde de regarder et d'étudier ce que fait l'Inde, car c'est en fait l'un des cas d'études les plus importants de ce monde multipolaire en développement. Je tiens à vous remercier toutes les deux pour votre temps et vos analyses. Anuradha Chenoy et Kanika Raka. Merci pour aujourd'hui. Merci Pascal, merci Kanika, merci madame. Au revoir.